Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir nous entretenir avec Clément de la société Cartesian que nous avions rencontré au IN de Munich. Bonjour Clément. Bonjour Jonathan. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps pour répondre à nos différentes questions. Notamment, on a eu la chance de pouvoir tester très récemment les courtisanes 4.2 qui sont juste derrière moi. Et la vidéo, elle sort ce dimanche, on est le 26 juillet. Sans tarder, on va commencer. J'ai ma petite tablette avec mes questions. Et moi, la première question qui me vient, c'est peux-tu nous expliquer comment tu en es venu à créer la société Cartesian? Alors, je vais pas vous faire la version longue, je vais faire une version pour la vidéo d'aujourd'hui. Simplement quand même dire, comme beaucoup de passionnés dans le monde de l'audio, moi aussi j'étais passionné depuis petit, depuis à peu près l'âge de 10 ans. J'ai eu à peu près toute ma carrière professionnelle dans le monde de l'audio et j'ai eu la chance de voyager un petit peu partout dans le monde pour découvrir des fabricants, des fournisseurs, aller comprendre les process industriels en tout genre, me familiariser avec les outils de mesure. Et puis, je suis devenu assez rapidement consultant avec ma propre société pour des marques audio en audio pro, pour les studios de monitoring studio et pour les enceintes hi-fi, high-end, quelquefois multimédia. Donc, j'ai été pendant quelques années consultant, c'est-à-dire que je faisais l'ingénierie. Puis, avec ces marques-là, on travaillait sur le prototypage et la production. Et puis, assez vite, mes clients me disaient, mais tes idées, elles sont bien, mais c'est quand même assez difficile à prototyper, puis à mettre en production. Les méthodes de production que tu nous demandes, ça sort un petit peu du commun. Je pourrais un peu vous en parler si vous voulez. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, allez, le proto, c'est pas si dur. Moi, je sais qui peut le faire dans le monde. J'ai rencontré tel et tel industriel. Je vais me mettre en relation avec eux. Ils vont faire le proto pour vous. Je me suis mis à faire les prototypes. Et puis, petit à petit, je me suis fait un labo d'abord chez moi pour faire les prototypes chez moi. Puis après, on m'en demandait tellement que il a fallu ouvrir une société avec des personnes qui étaient en charge de faire les prototypes. Et puis, je crois que c'était en 2018 ou 2019, on a décidé de créer une ligne de production en France. Avant cela, on avait un partenaire industriel en Asie. On l'a toujours pour les très grandes productions. Alors, très grande production, pour nous, c'est supérieur à 1000 ou 1500 pièces. En France, on fait en général entre 300 et 500 des séries de cet ordre-là. Puis voilà, c'est comme ça que Cartesian est né avec sa ligne de production en France. Et aujourd'hui, on intègre tous les métiers depuis le développement, l'ingénierie, le prototypage et la production. Absolument tous les métiers sont en France. Ok. C'est quoi la philosophie de la marque? La philosophie, en fait, on a quelques valeurs dans l'entreprise. La première, c'est innover. On ne met pas un produit sur le marché s'il a déjà des équivalents. On s'assure toujours que notre produit il va apporter quelque chose de plus sur le marché. Le marché de l'audio est plutôt saturé, donc ça ne sert à rien de faire une énième référence qui est similaire à d'autres. Donc, on innove. La deuxième valeur qu'on a, c'est de ne faire que des produits que nous, on aimerait avoir chez nous. On s'imagine pas de faire des produits où on se dit, ça, quand même, ça vaut pas grand-chose, mais bon, on va le faire parce qu'il y a un billet à prendre. On fait pas ça. On fait vraiment que des produits où on partage avec les clients la passion du produit et quelque chose qui est bien. Et la troisième valeur, c'est la qualité. On attache beaucoup d'importance à la qualité des produits. On a des contrôles qualité qui sont assez stricts en France. On a à peu près 8 contrôles qualité sur la production de haut-parleurs. Et à la fin de la production, on va tester la réponse en fréquence, l'impédance, le taux de distorsion, la polarité et d'autres choses sur absolument chaque haut-parleur. Il y a d'ailleurs un petit QR code sur chaque haut-parleur produit. Et ce QR code-là va faire référence à l'archivage de tous les contrôles qualité qu'on fait. Et nous, derrière, avec ça, on peut savoir la bobine, le spider, etc. Chaque composant du haut-parleur, c'est quel lot de production, à quel moment il a été produit, etc. pour avoir une traçabilité complète. Ah oui. Malgré ça, il y a toujours des petits problèmes qui arrivent, mais ils sont quand même extrêmement rares. On a de l'ordre de 0,2% de haut-parleurs qui ont des problèmes, quoi. Bah, ça reste quand même des produits qui ont beaucoup de contraintes mécaniques, donc c'est sûr que le 100%, malheureusement, ça n'existe pas. Tu parlais tout à l'heure de prototypage, et donc du coup, on en vient à la deuxième question. Par quoi commence-t-on dans le prototypage d'un nouveau haut-parleur? Par un cahier des charges. C'est-à-dire que pour commencer à faire un haut-parleur, il faut commencer par savoir ce qu'on veut. Alors ça peut paraître un peu bête de le dire comme ça, mais pas tant que ça. C'est assez compliqué finalement de traduire un besoin, je vais dire en termes d'émotion musicale, de traduire ça en données techniques. Il y a des marques qui viennent nous voir en disant je voudrais un grave qui soit plutôt tendu ici. Mais à un moment donné, il faut le traduire en données techniques.
Et puis après, plus finement, il faut dire, donc pour obtenir ça, il faut une bobine qui a un fil de 0,2 mm de diamètre avec tant de tours, tant de couches, etc. Donc il faut traduire un besoin en données techniques et ça se fait au travers d'un cahier des charges et c'est vraiment la toute première étape pour faire un nouveau produit. Après, on va définir le fonctionnement du haut-parleur que nous, on fait. Alors, peut-être le préciser, nous, on est fabricant de haut-parleurs. On ne fait pas des produits finis, on ne fait pas des enceintes. Notre métier, c'est de fabriquer des composants haut-parleurs pour des grandes marques. Donc, quand on va livrer le haut-parleur à la marque qui va l'intégrer dans son produit, nous, il va falloir qu'en amont, on se soit assuré que ce haut-parleur est parfaitement adapté pour ce besoin-là, pour cette enceinte-là. Il va y avoir des contraintes d'encombrement, parfois d'usage si c'est des pros, être résistant à l'humidité, voire à la pluie, à des températures, fonctionner dans un volume de charge qui est extrêmement petit, ou voilà, il y a d'innombrables contraintes. Il peut y avoir aussi le prix comme contrainte. Et à partir de ces contraintes-là, nous, on va avoir au début de projet des orientations techniques. On va pouvoir faire des choix de technologie pour rentrer dans le budget du client et puis pour s'assurer que le composant qu'on lui livre est absolument optimal pour son besoin. Alors, je peux prendre un exemple si tu veux. Un haut-parleur de grave de 10 pouces qu'on a fait il y a peut-être 5 ou 6 ans maintenant pour une grande marque allemande. Ils avaient l'idée, c'est une marque qui fait des enceintes à pavillon. Et ils avaient l'idée de faire un haut-parleur de grave comme on fait un haut-parleur d'aigu qui est chargé avec un pavillon, ce qu'on appelle une chambre de compression. Et donc, ils voulaient un haut-parleur de grave qui soit fait sur le même modèle, c'est-à-dire avec une énorme bobine qui va pousser un énorme dôme indéformable en face d'un pavillon. Voilà. Et du coup, on a fait un premier prototype. Pour faire un premier prototype, je vais te le montrer, j'en ai préparé un là sur mon bureau. Et c'est un peu lourd. Voilà, ça ressemblait à ça. Ah oui, ok. Alors, il y a un gros circuit magnétique derrière. Le châssis, c'est fait avec un assemblage de pièces usinées, d'entretoises. Voilà, il y a un gros dôme en carbone, une énorme bobine. Et puis, on va faire des essais avec ce produit-là. On va faire des améliorations. On va créer un spider comme ça qui est très très spécial. Un spider, ça ressemble pas tout à fait à ça dans le reste du monde. Une bobine ordinaire, ça ressemble à ça. Ouais, Et sur ce haut-parleur-là, ça ressemble à ça. c'est énorme. Donc, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment un design qui est extrêmement spécifique. C'est notre cœur de métier de faire des haut-parleurs qui sortent du commun et qui sont innovants et très performants. Donc ça, c'est le prototype. Voilà à quoi ça ressemble le prototype. Et puis après ça, on va ouvrir des outillages pour pouvoir industrialiser le produit. Donc le châssis, on va pas s'amuser sur des commandes de 500, 1000 ou 2000 pièces d'aller visser. C'est pas stable, c'est pas bon. Et du coup, on va ouvrir des outillages et on va injecter en aluminium le châssis pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le produit fini. La membrane a changé de couleur. La fibre de carbone de SCAP n'est plus tout à fait la même. Il y a eu quelques retouches sur le circuit magnétique, etc. Donc voilà, ça c'est très très succinctement les quelques étapes qui existent dans le développement d'un projet. Et il faut à peu près un an et demi, voire 2 ans parfois pour aller du cahier des charges à la production. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas aller au bout d'un développement? Ah bah ça nous arrive parfois de ne pas les commencer. Parfois, on reçoit des cahiers des charges dont on sait qu'on ne saura pas répondre parce que le prix d'achat demandé par le client est trop bas et nous, on ne sait pas travailler avec ces prix-là. Parfois, il y a des contraintes techniques qui sont contradictoires. Donc, on est obligé de dire qu'on ne sait pas faire. Mais après, une fois que nous, on s'engage sur un produit, sur un projet, non, là, on va jusqu'au bout. Ok. Si on fait une préétude et qu'on dit on s'engage, voilà, ça va durer un an, ça va coûter tant d'ingénierie, tant d'outillage, tant de prototypes. Nous, on s'est engagé et c'est sûr que le client aura ce qu'on a signé. Une fois que tu as terminé le développement de ton haut-parleur, donc tu le mets en production, combien de temps il te faut pour fabriquer un haut-parleur de A à Z? Ah, alors ça, c'est une question, c'est pas évident d'y répondre parce qu'on les assemble pas à l'unité. Mais je peux quand même donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que quand on fait un prototype, si par exemple moi là je veux fabriquer un produit de A à Z, j'ai tous les composants qui sont sur la table et j'ai plus qu'à l'assembler. En fonction de la complexité du haut-parleur, ça va être entre une demi-journée et une journée complète pour un homme à plein temps. Ah oui, quand même. Voilà. Alors ça, je rassemble le temps qui aurait été découpé parce qu'il y a des temps de séchage d'école, il y a des temps de pause entre guillemets pendant l'assemblage. Mais voilà, si moi tu me mets tous les composants sur la table pour faire mon assemblage,
C'est le temps que ça va me prendre pour des haut-parleurs relativement simples, c'est une demi-journée, et sur des haut-parleurs plus compliqués comme nos haut-parleurs VKI, c'est une bonne journée de travail. Ok, d'accord. Et que ce soit un tweeter ou un haut-parleur de grave, c'est le même temps, c'est les mêmes pièces qui interviennent dans le processus? Alors, c'est pas tout à fait les mêmes pièces, mais globalement, le temps, ça va être le même. D'accord. Ok. Un tweeter, c'est un peu plus complexe à produire parce que c'est des pièces qui sont extrêmement légères et qui sont très difficiles à manipuler. On travaille avec des membranes, des bobines qui font 1/8 de gramme pour donner un ordre de grandeur. Donc, c'est des pièces que l'humain ne peut pas sentir dans ses mains. C'est trop léger, on peut pas les sentir. Donc, on doit les mettre sur ce qu'on appelle des jigs, c'est-à-dire des composants qui sont là pour positionner les composants qu'on manipule parce que nous, manuellement, on n'est pas capable de les manipuler. Et du coup, il faut être extrêmement minutieux, donc ça prend beaucoup de temps. Il y a un petit peu moins de pièces que sur un parleur de graphe, par contre. Mais grosso modo, c'est à peu près le même temps de production. Et il n'y a pas d'intervention de machine, notamment pour la dépose de colle, des choses comme ça? Si, si, si. Alors si, nous, chez Cartesian, le production, elle est semi-automatisée. Je sais qu'il y a encore des fabricants, y compris en France, qui déposent la colle à la main. Nous, jamais. C'est inenvisageable pour nous. On a uniquement des dépôts de colle sur des machines numériques qui vont déposer la colle de manière très précise parce que la colle, elle a une masse. Et c'est un petit peu idiot de utiliser des membranes très légères en papier ou que sais-je, et puis après d'aller mettre de la colle avec le même tube que celui que le marchand de kebab du coin a pour sa sauce blanche. Et on ne sait pas quelle quantité on met. Non, 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 non. On dépose la colle avec des seringues de précision et on contrôle tout ça assurément. Notre process d'assemblage, il commence par des étapes, si tu veux, qui sont pas ce que fait la majorité de l'industrie audio. Je peux t'en parler 2 secondes. Si on visite des entreprises qui fabriquent des haut-parleurs, ils ont leur ligne de production qui est séparée en 2 parties. Il y a ce qu'ils appellent la partie mécanique et la partie les pièces mobiles. La partie mécanique, c'est le circuit magnétique et le châssis. Alors, chez Cartesian, ça ressemble à peu près à ça pour certains haut-parleurs. Mhm. Donc ça, c'est pratique de le faire dans un coin parce que c'est des pièces qui sont solides, elles sont lourdes. Donc on peut visser, on charge les aimants et puis on les laisse en stand-by. Et puis de l'autre côté, on va faire un sous-assemblage où il y a les parties mobiles, la bobine, le spider et la membrane. Et puis on en fait aussi un bon petit paquet dans un coin. Et puis à la fin de la production, avec une jigs qui ressemble à ça, un truc très très simple qui permet juste de créer un espace, on va aller marier les deux comme ça. Et voilà, le haut-parleur est fait. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on n'a absolument aucune idée du positionnement de la bobine dans l'entrefer. Alors certes, elle est centrée, mais en hauteur, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est parce que quand on a fait ce sous-assemblage-là, on a assemblé la bobine, le spider et la membrane sur un mandrin, comme on fait une brochette. Et ça, c'est des pièces qui sont souples. Donc, on ne peut pas faire un report de cote, comme on fait parfois en mécanique, en se disant je les mets toutes au même endroit. C'est pas vrai, c'est des pièces qui sont déformables, elles ont toutes des tolérances. Et la somme de ces tolérances-là font qu'on ne saura pas positionner en hauteur la bobine dans l'entrefer. Alors, je ne vais pas être trop technique aujourd'hui, mais si la bobine elle n'est pas bien positionnée dans le circuit magnétique en hauteur, alors il y a ce qu'on appelle un offset qui est créé. Ça veut dire que le haut-parleur, à la fin, il ne va pas fonctionner de manière symétrique. La membrane va toujours préférer soit sortir, soit rentrer, mais jamais osciller de manière symétrique autour d'une position de repos. Et ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Alors ce qu'on fait chez Cartesian, c'est que à partir du circuit magnétique, là, nous, on s'est fait faire des jigs. On a une jigs pour chaque référence de haut-parleur. La jig, c'est le truc rose, là. Et on va positionner la bobine dessus. On met la bobine et la jigs alignées sur un plan qui est parfaitement plan. Et on va d'abord mettre la bobine seule dans le circuit magnétique. Et il y a une petite marge d'escalier à l'intérieur de ma jigs qui fait que je ne peux pas aller plus loin. Ma jigs, elle est positionnée là, elle ne peut pas bouger et je suis absolument certain au dixième de millimètre que ma bobine, elle est correctement positionnée dans mon circuit magnétique. Et une fois que ça c'est fait, on va venir ajouter une par une le spider, la membrane dans l'assemblage. Et la bobine, elle ne va pas bouger. Et pour chaque assemblage, chaque pièce va être à sa position de repos. Le spider, il ne va pas être précontraint, etc., etc. Alors c'est un assemblage qui est plus long, mais à la fin, il y a beaucoup moins de disparités en production. Et puis, on a des performances qui sont plus conformes à ce qu'on a validé, nous, au labo, avec notre outil Clipel, par exemple. Oui, théoriquement, le haut-parleur A et le haut-parleur B sont strictement identiques en termes de positionnement de l'équipage mobile. C'est ça. Ça faisait partie des contraintes de production que
je recommandais à mes clients quand j'étais consultant et qui étaient pour eux assez difficiles de faire et puis qui nous ont conduit petit à petit à faire Cartesian pour pouvoir le faire pour eux. Hmm, d'accord, ok. On va passer à la question suivante. Est-ce que le type de charge, donc pour une enceinte, le clos ou le basse réflexe, influe sur la conception d'un haut-parleur? Alors oui, ça influe. Je voudrais pas être trop technique aujourd'hui. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'un haut-parleur, il a ce qu'on appelle un coefficient d'amortissement, ça s'appelle le QTS. Pour faire simple, ça va, comment dire, si on donne une impulsion dans le haut-parleur, même dit comme ça va pas être évident. Bon, le QTS, c'est fait de deux facteurs d'amortissement. Il y a l'amortissement mécanique et il y a l'amortissement électrique. Le QTS, c'est le résultat des deux. Alors le résultat, ça veut pas dire la somme, hein, c'est le produit divisé par la somme. Bref. Cet amortissement-là, il va être plus ou moins approprié en fonction de la charge acoustique. Si la charge acoustique elle est close, on a un amortissement supplémentaire qui est lié à la charge close, simplement à l'air qui est emprisonné dans la charge close. Si on a une charge basse réflexe, eh ben, on a moins d'amortissement dans la caisse. Donc, on va préférer des haut-parleurs qui ont un QTS qui est plus élevé pour les charges closes. La règle communément admise, c'est supérieur à 0,5 pour les charges closes, et puis c'est plutôt 0,4 voire un petit peu en dessous pour les charges basses réflexes. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Après, c'est un peu difficile d'expliquer. Après, il faut soit expliquer un peu tout, soit. Mais pour faire simple, aujourd'hui, il n'y a pas de haut-parleur qui serait bon dans une enceinte en charge close ou en basse réflexe. Soit on est performant d'un côté, soit de l'autre. On peut être un petit peu à la frontière entre les deux. Par exemple, si on fait un QTS qui a 0,45, ça pourra à peu près marcher dans les deux situations. Nous, ce qu'on fait, c'est des haut-parleurs qui sont vraiment adaptés pour un besoin spécifique. Alors, on va ajuster le QTS d'un haut-parleur pour un cahier des charges spécifique pour un client. Et pour être sûr que, parce qu'au final, cette histoire de QTS, ça permet d'aligner la réponse en basse fréquence. Le niveau en basse fréquence d'un haut-parleur, c'est pas le rendement du haut-parleur, c'est l'adéquation entre certains paramètres du haut-parleur qu'on appelle les paramètres Yell-Small et la charge acoustique, c'est-à-dire l'enceinte. Donc il va falloir ajuster ces paramètres Yell-Small pour qu'ils donnent le meilleur matching, comme on dit, la meilleure adaptation par rapport à l'ébénisterie souhaitée. C'est pareil, on va pas faire la même chose pour une enceinte close de 100 litres et pour une enceinte close de 20 litres. Même si le haut-parleur qui est dedans a le même diamètre, on va pas régler les haut-parleurs de la même manière. Bien sûr, ouais. Ok. Question suivante. Quelle est la caractéristique technique qui influe le plus sur le rendu et le timbre d'un haut-parleur? Alors, ça, c'est une question qui est vraiment intéressante pour moi. Et en préambule, je voudrais juste dire que pour moi, le timbre d'un haut-parleur, c'est égal à un défaut. C'est-à-dire que notre métier, c'est la reproduction sonore. Donc, on est là pour reproduire un son, pas en créer un. On n'y arrive pas encore tout à fait. Le haut-parleur parfait n'existe toujours pas. Donc, il y a encore un petit peu de boulot. Mais aujourd'hui, on entend dans la communauté audiophile parler de timbre d'une enceinte ou de signature sonore d'une marque ou ci ou ça. Ça, clairement, c'est ce qui reste à faire pour arriver au parleur parfait. Il faut corriger ça. Alors maintenant, je réponds à ta question, maintenant que j'ai dit qu'un timbre était un défaut pour un haut-parleur. Le timbre d'un haut-parleur, il vient principalement du fractionnement de sa membrane. Le fractionnement, ça veut dire que quand le haut-parleur il fonctionne, comment dire, il a une zone où il fonctionne en piston, c'est-à-dire que sa membrane va se déplacer parfaitement en piston. Et puis quand il va essayer de faire des fréquences qui sont plus élevées, plus aiguës, la membrane elle va se déformer. Et ce fractionnement-là, il va créer un pic sur la réponse en fréquence. Et c'est ce pic-là qu'on va entendre le plus, pas seulement parce qu'il y a des dB en plus, mais surtout parce que ce pic, il va traîner dans le temps. Et l'oreille humaine, elle va entendre surtout ce traînage-là. Donc, pour éviter ce pic ou le réduire, il y a plusieurs possibilités. On peut travailler sur l'inductance du haut-parleur, l'amortissement de la membrane, sur sa géométrie, sur les suspensions, sur le couplage mécanique qu'il y a avec la bobine. À chaque fois, il y a des contraintes enfin, on peut pas gagner sur tout. Mm. Et puis, je peux te donner une petite astuce qu'on a chez Cartesian, c'est qu'une membrane, quand elle se déforme comme ça, on voit que le trou là où on attache la bobine, si je la déforme, ça devient une ogive. Oui. Ça veut dire que la bobine, elle va aussi se déformer. Et donc, le matériau support de la bobine, eh ben, il a un rôle important dans le fractionnement de la membrane et dans, au final, la coloration du son. Et en fonction du support de bobine qu'on choisit, eh ben, on va changer le son d'un haut-parleur quasiment autant qu'en changeant le matériau de la membrane. Des fois, on peut voir des membranes en carbone, en papier, en ce qu'on veut.
Ça n'a pas une si grande importance que ça au final. Moi, je suis capable de créer deux haut-parleurs en changeant un seul paramètre qui est le matériau du support de la bobine, en gardant le matériau de la membrane identique, et les deux haut-parleurs vont avoir un son complètement différent. A contrario, je suis capable de faire sonner quasiment pareil deux haut-parleurs qui ont des matériaux de membrane complètement différents. Donc le matériau de la membrane, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Déjà, c'est pas plus important que la géométrie du cône. Et puis après, voilà, il y a d'autres paramètres comme le matériau support de la bobine qui est très important. Puis encore une petite chose que je pourrais ajouter sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de haut-parleurs qui ont une réponse en fréquence qui paraît plate. Mais en fait, ce pic qui est en fin de bande, il est masqué parce que le haut-parleur a une grande inductance. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un filtre qui était déjà dans le haut-parleur et qui va atténuer les hautes fréquences. Sauf que ce filtre-là, il est lié au fait que la bobine mobile du haut-parleur est très grosse, il y a une grande inductance, et ça va créer énormément de problèmes de fonctionnement du haut-parleur, d'intermodulation de distorsion, etc. Et c'est beaucoup plus grave que d'avoir un pic en fin de bande qui donne cette coloration au haut-parleur. Ça va tuer la dynamique du haut-parleur pour faire. D'accord, ok. Alors il y a une question aussi qui est revenue, c'est l'efficacité d'un haut-parleur n'est pas forcément quelque chose de bien compris par les gens. Pourquoi ont-ils une efficacité faible et d'autres élevée? Oui, alors je suis d'accord pour dire que l'efficacité, c'est quelque chose qui est pas bien compris. On reçoit beaucoup de questions sur le sujet. Pour faire simple, le haut-parleur, il a trois modes de fonctionnement. En basse fréquence, c'est le rendement du haut-parleur va dépendre du volume d'air qui est déplacé et de l'adéquation entre les paramètres small et la charge acoustique. Ensuite, il y a la zone du milieu, qui est la zone qui est dite linéaire. C'est là où on va voir le rendement qui est affiché. Et puis à la fin, il y a le zone qui est non linéaire parce qu'il y a ce fameux pic de résonance de la membrane particulièrement, où là le rendement est plus élevé, mais le son qui est produit, il est mauvais, donc il faut pas utiliser cette zone-là. La zone du milieu, la zone linéaire, dite linéaire, le rendement, il est donné par quatre paramètres small. On a la résistance au courant continu de la bobine mobile, on a le champ magnétique qui est dans l'entrefer, le facteur de force du haut-parleur, ce qu'on appelle BL. On a la surface émissive du haut-parleur, la surface de la membrane, et on a la masse de l'équipage mobile, c'est-à-dire la masse du truc que j'avais tout à l'heure dans les mains, de ça. Ouais, l'équipage complet. Voilà, c'est ça. Avec ces quatre paramètres-là, on va calculer une efficacité en dB pour 2,83 volts à 1 mètre du haut-parleur. Mais ça, ce n'est vrai que dans cette zone où le haut-parleur est linéaire. On peut faire un haut-parleur qui a 100 dB d'efficacité pour 2,83 volts 1 mètre dans cette zone linéaire, mais ça ne veut pas dire que quand il joue à 40 Hz, on aura toujours 100 dB pour ces 2,83 volts. Ça va dépendre de la charge acoustique, ça va dépendre du volume d'air que le haut-parleur est capable de déplacer. La deuxième chose qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il ne faut pas confondre l'efficacité d'un haut-parleur avec le volume maximum, le volume sonore maximum que le haut-parleur est capable d'atteindre. Parce qu'il y a beaucoup de haut-parleurs qui sont à haut rendement, mais qui ne sont pas capables d'avoir une excursion, c'est-à-dire la membrane ne peut pas se déplacer de manière linéaire sur beaucoup de millimètres. Et donc, on a une efficacité, par exemple, de 100 dB pour 1 watt, mais si on met 10 watts dans le haut-parleur, il y a une compression qui va être faite et on n'aura pas l'écart qui est souhaité parce que le haut-parleur va tasser la dynamique, parce que la bobine n'est pas capable d'accélérer avec toujours le même facteur d'accélération dans l'entrefer. Donc, il y a parfois des haut-parleurs qui ont un rendement plus bas, mais qui ont un niveau sonore maximum possible plus haut que des haut-parleurs qui sont de base avec une efficacité plus grande. Donc, ce qu'il faut retenir après avoir tout mélangé, c'est que l'efficacité d'un haut-parleur, ça n'est valable que dans la zone linéaire du haut-parleur, que c'est basé sur 4 paramètres small et que c'est donné pour 2,83 volts, ce qui correspond à 1 watt pour une enceinte de 8 ohms. L'efficacité et la linéarité d'un haut-parleur sont-elles des données antagonistes? Avec une technologie ordinaire, oui. Ça veut dire que pour avoir un haut-parleur qui a un haut rendement, j'ai besoin que les quatre paramètres que je listais avant, ils soient optimaux. Ça veut dire que, alors, faire une bobine avec une résistance série qui est la plus faible possible. Alors, je peux pas aller trop bas non plus, sinon je vais consommer trop de courant sur l'amplificateur. Mais du coup, ça veut dire que ma bobine, souvent, elle va être relativement courte. Elle va pas être très haute. Et du coup, si ça, c'est la hauteur de mon entrefer, je vais pas pouvoir beaucoup me déplacer. Donc, je vais pas pouvoir être linéaire en pression. Alors, il faut dire aussi que quand on parle de la linéarité d'un haut-parleur, il y a la linéarité en fréquence
Et puis il y a la linéarité en niveau. Passer d'une fréquence grave à une fréquence aiguë sans changer le niveau, ça c'est la linéarité en fréquence. Et puis passer d'un son qui est pas fort à un son qui est très fort, avec la même relation qu'il y a sur le signal d'entrée. Donc c'est avec le bon écart de dynamique sans tasser la dynamique. Donc un haut-parleur qui a un haut rendement, c'est une bobine qui est trop courte, et ben on va faire cette fameuse compression et on va pas avoir la bonne dynamique. La deuxième chose, c'est le facteur de force. Alors effectivement, on peut augmenter le facteur de force avec des aimants qui sont très grands. Et en faisant ça, on va abaisser le QTS. Et du coup, le rendement qu'on aura en basse fréquence, ce sera pas le même qu'on aura dans la partie linéaire du haut-parleur. Il reste quoi? Ben, il reste la surface de la membrane, donc le SD. Alors là, il la faut la plus grande possible, donc je vais avoir un haut-parleur qui est le plus grand possible. Et puis la masse mobile, on peut effectivement abaisser la masse de l'équipage mobile pour augmenter le rendement d'un haut-parleur, mais ça veut dire que j'aurai souvent une membrane qui manque d'amortissement, une membrane qui est en papier très légère, et du coup, eh ben, sur des transitoires, ça va pas être toujours très très propre, parce que la membrane va continuer à dissiper de l'énergie, elle va alors qu'elle est plus censée en rayonner. J'ai commencé par répondre à la question en disant avec des technologies ordinaires, parce que chez Cartesian, on a développé une technologie qu'on appelle VKI et qui permet en fait de prendre le meilleur des deux mondes, d'avoir des niveaux d'efficacité qui sont assez élevés sur les haut-parleurs, d'avoir des excursions qui sont très très grandes, d'avoir quand même une tenue en puissance qui est élevée, d'avoir des non-linéarités qui sont basses. Donc c'est un petit peu la solution idéale. Pour faire ça, on fait des circuits magnétiques avec 8 aimants néodymes qui sont placés directement autour de la bobine. Et puis la bobine, elle est courte, donc c'est une toute petite bobine qui va se déplacer le long de cet aimant qui est très haut. Donc la bobine, elle voit toujours le même champ magnétique, donc elle aura toujours un facteur d'accélération qui sera constant. Et puis, alors c'est pas l'exposé du jour, mais il y a une dizaine d'innovations qui permettent de résoudre pas mal de problématiques sur les haut-parleurs actuels. C'est vrai qu'on a eu la chance du coup de voir le circuit magnétique à Munich. C'est vrai que c'est totalement atypique. Ça fait, comme on disait, on dirait le cœur de Iron Man. C'est vraiment une très très belle pièce. Et on comprend en voyant ce type de composants-là qu'il faut une journée pour assembler un haut-parleur de ce style-là. Oui, surtout que les contrôles qualité sur ce produit-là, ils sont encore plus exigeants que sur les autres produits qu'on développe, qu'on produit. Et du coup, ça prend aussi beaucoup de temps à tester et à contrôler. Là, j'en ai un des haut-parleurs VKI à côté de moi. Ça ressemble à ça. Alors ça, c'est un haut-parleur qui fait 185 mm de diamètre. La bobine, elle fait à peu près 80 mm de diamètre. C'est énorme, ouais. Ça, c'est quasiment la hauteur des aimants. Et la bobine, elle doit faire quelque chose comme 7 ou 10 mm de hauteur. Donc, forcément, on peut avoir un mouvement de la membrane qui est extrêmement grand. La membrane, elle est libre d'accélérer conformément au signal qu'on lui applique à ses bornes, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les haut-parleurs. Et puis, on peut allier des paramètres qui sont normalement antagonistes. Il n'y a aucun autre haut-parleur sur le marché qui peut avoir une inductance de l'ordre de 0,1 millihenri. On est souvent de l'ordre de 0,3 voire 0,5 millihenri pour des haut-parleurs qui ont ce type d'excursion. On a une tenue en puissance qui est de l'ordre de 300 watts. Pour un haut-parleur de ce diamètre, c'est beaucoup. On a une excursion qui est strictement linéaire sur plus ou moins 10 ou 12 mm. D'ordinaire, on est plus à plus ou moins 5 voire 6 mm. Certains font 8, voilà. Bon. On a une masse mobile qui est de l'ordre de 30 grammes. Des haut-parleurs qui ont cette excursion-là avec des technologies standards, on est plutôt autour de 50 grammes. Excuse-moi. Donc voilà, donc c'est des technologies qui permettent d'outrepasser les contraintes habituelles pour un haut-parleur avec une technologie ordinaire. D'accord. Question suivante, on entend fréquemment qu'il est nécessaire d'avoir des haut-parleurs avec des très grandes membranes pour pouvoir avoir du grave. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Dans l'absolu, c'est vrai. C'est-à-dire que si un haut-parleur il a une technologie ordinaire et que donc, commencer par dire que le niveau de grave, il dépend du volume d'air déplacé. Donc on a deux choix. Soit on a une petite membrane qui peut beaucoup se déplacer et donc on déplace beaucoup d'air par ce moyen-là. Soit on a une énorme membrane. Ce style de haut-parleur-là, du coup, typiquement. Oui, ça a une excursion qui est peut-être de l'ordre de plus ou moins 5, plus ou moins 6 mm. Je parle en linéaire, pas en max, parce que le max, ça veut rien dire, le son commence à être mauvais. Mais oui, ça a déjà une assez grande excursion par rapport à la taille du haut-parleur.
Et du coup, on peut faire du grave avec ce petit haut-parleur parce que la membrane bouge beaucoup. Maintenant, si on n'a pas les technos derrière qui permettent de faire beaucoup bouger la membrane sans qu'il y ait de défauts qui apparaissent, alors il faut augmenter le diamètre de la membrane pour que cette grande membrane n'ait pas à beaucoup se déplacer pour reproduire le même niveau de grave. Alors c'est un jeu qui est pas facile parce qu'on augmente assez vite la surface émissive d'un haut-parleur avec la surface, c'est simplement pi r carré. Donc le R, dès qu'on l'augmente un petit peu, comme il est au carré, on augmente beaucoup la surface émissive. Par contre, l'excursion linéaire, bah, elle n'est pas au carré. Donc il faut vraiment gagner des millimètres pour pouvoir rivaliser avec des plus grands haut-parleurs. Mais il faut aussi garder en tête qu'il y a des haut-parleurs qui ont des grands diamètres et qui ne sont absolument jamais linéaires. On a testé des haut-parleurs de 38 cm par exemple, qui sont réputés chez des audiophiles, des haut-parleurs un petit peu légendaires, et on s'est aperçu qu'ils étaient jamais linéaires. Sur plus ou moins 1 millimètre, il y a déjà des défauts. Donc dans ces cas-là, un haut-parleur de plus petit diamètre qui est bien fait, je dis pas n'importe lequel, mais qui est bien fait, il fonctionnera mieux que ces grands haut-parleurs-là. Et ce que je peux ajouter, alors je vais encore répéter mon histoire de VKI, mais on a fait des essais avec des VKI de 10 pouces. On a comparé ça à des haut-parleurs professionnels actuels de 12 pouces. Et on arrive aux mêmes pressions acoustiques en basse fréquence à 40 Hz avec un taux de distorsion équivalent. Bah voilà, on a gagné 2 pouces, ça fait 5 cm de différence entre les deux haut-parleurs. Donc on peut aujourd'hui avec des haut-parleurs innovants arriver à des performances identiques voire supérieures à des haut-parleurs de plus grand diamètre. Quel critère permet de définir la courbe d'impédance d'un haut-parleur? Ah ça, c'est pas facile comme question parce que c'est très technique. Mais c'est intéressant, la courbe d'impédance, on peut presque tout faire avec ça. La courbe d'impédance, pour expliquer rapidement ce que c'est, un haut-parleur, on lui envoie une tension et c'est le haut-parleur qui décide le courant qu'il consomme. Ça, c'est la première étape qu'il faut comprendre. Il faut pas croire que votre ampli pousse la puissance dans le haut-parleur. Non, votre ampli, il applique une tension à votre enceinte et c'est l'enceinte qui va consommer le courant à l'ampli, c'est-à-dire qui va exiger le courant dont elle a besoin pour fonctionner à ce moment-là à l'ampli. Donc la courbe d'impédance, c'est on envoie une tension sur toutes les fréquences au haut-parleur et on regarde comment le courant qui est consommé par le haut-parleur évolue en niveau et en phase. Et avec ça, on peut retracer la courbe d'impédance. Alors on voit typiquement 3 zones sur une courbe d'impédance. On voit le premier pic qui est la fréquence de résonance du haut-parleur. Puis on a une zone qui est à peu près linéaire, qui est plus ou moins grande en fonction de la qualité du haut-parleur. Et puis après, on a une remontée qui est liée à l'inductance du haut-parleur. Si vous mesurez l'impédance d'une enceinte complète, pas d'un haut-parleur seul, vous allez voir une bosse là où il y a le filtre qui joue, c'est-à-dire à la fréquence de coupure entre le haut-parleur de grave et d'aigu. Là où vous aurez une remontée d'impédance, c'est là où le filtre, électriquement, il fait son boulot. Ce qu'on peut dire aussi sur la courbe d'impédance, il y a deux choses encore qui sont intéressantes à voir. Ces fameux pics, c'est des résonances. Donc le premier gros pic, c'est la fréquence de résonance du haut-parleur à l'air libre. Donc ça veut simplement dire que il faut voir un haut-parleur en basse fréquence comme un résonateur. C'est un peu comme si on accroche une masse au bout d'un ressort et qu'on lâche la masse une fois que le ressort est tendu. On va regarder la manière dont la masse oscille. Donc ça, c'est la fréquence de résonance à l'air libre du haut-parleur. C'est juste de la mécanique. C'est assez simple à calculer. Et donc cette résonance-là, elle occasionne ce grand pic. Mais si ailleurs en fréquence, le haut-parleur il a d'autres résonances internes, par exemple sa membrane qui va se fractionner ou d'autres résonances, on va avoir des petits pics qui vont apparaître sur la courbe d'impédance. Et ça, c'est des indicateurs qui nous disent qu'à cet endroit-là, le haut-parleur, il fonctionne pas de manière parfaitement linéaire. Donc, chaque petite résonance se lit sur la courbe d'impédance. Et puis, la dernière chose qu'on peut dire sur la courbe d'impédance, c'est que elle est liée avec la courbe de phase. Donc, on peut lire la phase d'une enceinte à partir de sa courbe d'impédance. J'ai une question pour ce haut-parleur-ci, là, tu vois, le Sub 120. Comment es-tu parvenu à avoir un grave aussi impressionnant avec ce type de haut-parleur-là, avec une petite membrane? La qualité du graphe, ça dépend essentiellement de deux paramètres, pour faire simple, c'est-à-dire le facteur de force de l'équipage mobile, c'est-à-dire la capacité de la bobine à se déplacer sur beaucoup de millimètres, et la qualité des suspensions, c'est-à-dire le bourrelet là qui est autour, là, autour de la membrane, la suspension, ça. Et puis le spider, c'est la deuxième suspension, c'est ce qu'il y a ici derrière.
Et ces suspensions-là, il faut qu'elles soient le plus linéaires possible, sinon elles vont justement faire varier cette fameuse fréquence de résonance du haut-parleur en fonction du niveau qu'on écoute. Et donc ça, c'est pas bon parce que c'est-à-dire que si on écoute fort ou pas fort, le grave, il va changer. Donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord pour le circuit magnétique, on a travaillé les pièces polaires pour concentrer le champ magnétique exactement là où on veut sur la bobine. Et puis la pièce polaire qui est au centre, qu'on appelle le T-yoke, il a une géométrie qui est particulière aussi pour que l'inductance du haut-parleur soit symétrique autour de la position de repos. C'est-à-dire que si on prend une pièce polaire ordinaire, quand la bobine, je vais en prendre une pour essayer d'expliquer, quand la bobine, imagine qu'il y a un cylindre en acier à l'intérieur, si la bobine, elle descend dans le cylindre en acier, alors la bobine, elle voit de plus en plus d'acier. Donc, la valeur de l'inductance va augmenter. A contrario, si la bobine sort du T-yoke, elle voit de moins en moins d'acier, donc sa valeur d'inductance va diminuer. Et ces variations d'inductance, ça va créer des problèmes pour l'ampli d'abord, parce qu'il ne va pas devoir délivrer le courant de la même manière en fonction de la position de la bobine. Et puis, ça va créer de la distorsion par intermodulation, et l'oreille humaine est extrêmement sensible à ça. Ça va aussi dégrader la réponse transitoire, et l'oreille humaine est également très sensible à ça, plus qu'un creux dans la réponse en fréquence, par exemple. Et donc, la pièce polaire qu'on a dessinée, elle permet que la bobine voit toujours la même quantité de fer, quelle que soit sa position. Donc, quand le haut-parleur va fonctionner très fort, la bobine va devoir bouger beaucoup, et pour autant, son inductance va rester quasiment inchangée. Donc ça, c'est une des clés. Et puis la deuxième clé sur la suspension. Alors, on a beaucoup travaillé sur les spiders chez Cartesian. Là, j'ai une petite boîte de spiders avec plein de technologies de spiders. Il y en a qui ont des corrugations qui sont un petit peu en forme de triangle comme ça. Il y en a d'autres où c'est des corrugations qui sont assez serrées comme ça. Il y en a d'autres où c'est des corrugations qui sont progressives et arrondies comme ça. Bref, tous ces profils de spider, ils permettent d'avoir une raideur qui est inchangée sur l'excursion. Ça veut dire que le haut-parleur, l'équipage mobile peut se déplacer librement sans être freiné par les suspensions. Et du coup, ben, ça permet d'avoir un grave qui est plus présent, qui va pas être tassé en dynamique, qui va pas non plus traîner, qui va quand même avoir de l'impact. Et puis, du coup, on peut faire la même chose avec un petit haut-parleur que on fait habituellement avec un haut-parleur qui fait quelques centimètres de plus sur le diamètre. Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération pour alimenter une paire d'enceintes comme celle que j'ai derrière moi, ici les Courtisanes 4.2? Qu'est-ce qu'on doit faire attention quand on doit choisir un ampli? Pour la courtisane 4.2, il y a une efficacité qui est plutôt basse, puisque comme je disais tout à l'heure, le niveau en basse fréquence, il dépend du volume d'air déplacé et de l'adéquation entre le haut-parleur et l'enceinte. Donc comme on a un petit haut-parleur de base, on ne peut pas déplacer beaucoup d'air. Donc, on est obligé d'amener le rendement du haut-parleur au niveau de grave que le haut-parleur est capable de produire. Donc, on a peut-être 82 ou 83 dB d'efficacité sur cette enceinte-là. On peut encaisser beaucoup de puissance. Donc, moi, ma recommandation, ce serait d'utiliser un ampli qui a une centaine de watts par canal. Le haut-parleur fait 8 ohms. Donc ça permet aussi à l'ampli de ne pas devoir débiter trop de courant, c'est plus confortable pour l'ampli. Après aujourd'hui on trouve beaucoup d'amplis numériques, notamment classe D, qui ont ces puissances-là facilement disponibles. Je crois qu'un kit de courtisane avec les bénisteries, etc., c'est de l'ordre de 800 € la paire. Si on met à peu près le même prix dans l'électronique, on peut avoir un système avec les câbles, les pieds, etc., pour à peu près 2000 €. C'est dans cette optique-là qu'on a imaginé ce kit. Visuellement, ce sont des enceintes qui sont quand même assez compactes. Ça ne veut pas dire qu'il leur faut pas un amplificateur quand même avec une bonne puissance pour les alimenter. Absolument, absolument. Si on prend un ampli de 20 watts, ça marche pas très bien. Nous, on a fait des essais avec, on a plusieurs amplis ici. On a des amplis français de chez Atoll. On a un ampli Egel. On a d'autres amplis. On a des amplis moins coûteux comme des petits SMSL. On a des amplis qui sont un peu plus coûteux aussi. Et avec un ampli qui fait à peu près 100 watts par canal sous 8 ohms, ça marche bien. Ça permet à l'enceinte de bien fonctionner. Et oui, il leur faut quand même de la puissance pour bien marcher et compenser l'efficacité qui est pas très élevée de base. L'hi-fi est un secteur d'activité qui bouge assez vite. Quelle est la tendance pour les années à venir selon toi? Est-ce que les haut-parleurs vont réduire encore en taille? Quelle est ta vision de l'avenir? Et c'est une question qui est assez difficile. Honnêtement, je sais pas. J'ai un avis qui est personnel, mais qui est pas basé sur des faits, quoi. C'est l'évolution que je vois, les tendances sur
la dernière décennie et plus où on a exercé sur ce marché. Le marché, il est en train de se séparer pour l'instant, de se diviser en deux. C'est ce que j'observe, c'est que la hi-fi haut de gamme, on a des produits qui sont encore abordables et qui se multiplient. Donc ça veut dire des systèmes qui sont entre 10 et 20 000 euros maximum. Voilà, c'est cher, d'accord, c'est très cher, mais dans le milieu du high-end, c'est commun, j'allais dire. Ce que vous avez vu à Munich, on était absolument, c'était très commun. Et puis on a un segment qui se développe avec des systèmes qui sont extrêmement chers, de l'ordre de 100, 200, 300 000 euros, voire plus, pour avoir le système complet. Ce que nous, on observe depuis à peu près 2019, depuis le post-Covid, c'est que les marques ont de plus récemment mis beaucoup d'efforts pour innover et faire des produits qui sont plus techniques, plus aboutis, qui offrent un meilleur niveau de performance. Alors on voit d'abord ça sur les systèmes qui sont très coûteux, et puis petit à petit, il y a des technologies qui commencent à se distiller sur les systèmes les plus accessibles. Oui, ça redescend en gamme. Il y a une tendance que j'observe aussi sur un temps un petit peu plus long, c'est le travail dans l'extrême grave. Si on prend les enregistrements qui étaient faits dans les années 70-80, il n'y avait pas de grave. Si on prend le rock de cette époque-là, il y a pas de grave, quoi. Et les enceintes qu'on achetait grand public à cette époque-là, on fait des mesures, on est à 55-60 Hz en limite basse fréquence. Voilà, c'était à l'époque. Et puis les technologies ont évolué, on est capable de faire des haut-parleurs qui ont cette fameuse excursion qui a augmenté, et du coup on a pu mieux travailler le grave. Il y a eu dans les années 90 le boom du home cinéma, où on a commencé à avoir des home cinéma à la maison. On a compris que la dimension du grave apportait énormément, contribuait énormément dans le rendu réaliste du son. Ça apportait beaucoup à l'action dans le cinéma. Ça permettait voilà, de reproduire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec des enceintes ordinaires. Et donc, on s'est mis dans les studios d'enregistrement, dans les prises de son, à avoir un travail sur le grave qui était beaucoup plus qualitatif et avec un accent qui était mis là-dessus. Maintenant, si on regarde les enregistrements qui sont les plus modernes, le grave et l'extrême grave est extrêmement travaillé. Et du coup, les produits qui sont mis à la disposition des clients pour pouvoir profiter des contenus musicaux doivent aussi être plus performants dans le grave. Donc pour moi, la dimension de la reproduction du grave, c'est quelque chose qui est clé en ce moment et dans les années à venir. Et c'est aussi pour ça qu'on a investi beaucoup d'argent pour développer la gamme VKI, pour pouvoir faire des haut-parleurs qui sont capables de travailler le grave avec plus de nuances, avec plus de détails et permettre aux ingé sons d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Si tu me permets une anecdote assez récente, on a un studio, enfin on a un client qui équipe des studios d'enregistrement et qui a testé des haut-parleurs VKI de 10 pouces il y a plusieurs mois, qui a installé ça dans un studio d'enregistrement qui est aux États-Unis et qui fait des bandes son pour le cinéma. Et au départ, cette salle-là, c'était pas la salle de mastering principale, c'était une des salles secondaires. Et ce qui s'est passé, c'est que les ingé sons qui travaillent là-bas ont déserté la salle principale qui était équipée avec des très grosses enceintes qui avaient quelques décennies certes, mais qui avaient des très beaux haut-parleurs, pour aller dans cette salle secondaire faite avec des haut-parleurs VKI, parce qu'ils arrivaient à travailler le grave avec des niveaux de nuances, de subtilité, de descente très très bas en fréquence, et ils ne pouvaient pas le faire dans la grande salle. Et du coup, ce client-là nous a passé en urgence une commande pour équiper la grande salle avec des haut-parleurs VKI, parce que bah, ce studio-là veut équiper absolument tout avec cette technologie-là, parce que ça permet de travailler le grave de manière nouvelle. Et c'est vraiment un besoin actuel dans le monde de la reproduction sonore. Voilà pour les tendances du marché. La dernière tendance sur laquelle il faudrait s'interroger, où moi j'ai pas de réponse, c'est sur la spatialisation du son. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par beaucoup de marques pour essayer d'améliorer ça, parce que la stéréophonie pourra jamais reproduire le son en 3 dimensions comme on l'expérimente au quotidien. Il y a des systèmes très compliqués, Dolby Atmos, etc., qui existent, qui sont peut-être trop compliqués pour le commun des mortels à mettre en œuvre chez lui. Avoir des enceintes partout dans le salon, c'est pas très beau, c'est pas. Donc, il y aura peut-être aussi des innovations à apporter de ce côté-là, mais là, j'ai moins d'avis parce qu'on a simplement moins de solutions comme tout le monde. Oui, bien sûr, oui. Ouais. C'est une bonne transition pour mon avant-dernière question qui concerne la correction en milieu domestique. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous regardent? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est garder
vos oreilles comme juge de paix. Parce que si vous faites des réglages avec un micro et que quand vous écoutez de la musique, vous avez un doute, préférez ce que dit vos oreilles plutôt que le micro. D'abord parce que bah, c'est vous qui prenez du plaisir à écouter votre système tous les jours et que même si ce que dit le micro est censé être plus vrai ne vous plaît pas, bah, ça vous plaît pas. C'est un outil de plaisir, votre chaîne hi. C'est même pas un outil, c'est un objet de plaisir. Donc il faut que ça vous fasse plaisir. Donc si vous faites un réglage avec le micro et que ça vous plaît moins que ce que vous écoutiez avant avec votre réglage fait à l'oreille, moi, mon premier conseil, c'est garder votre réglage à l'oreille. Je pense que ce conseil est pertinent parce que les mesures qui sont faites en milieu domestique, elles sont limitées. C'est-à-dire que quand on fait une mesure à un endroit dans la pièce, on a assez peu d'informations. Surtout en basse fréquence, on a beaucoup d'amplis aujourd'hui, quasiment tous, qui sont équipés de automatiques EQ, je sais pas quoi. Alors moi personnellement, ça ne m'a jamais convaincu. À chaque fois que je me suis amusé à mettre le mien en perso à la maison et de voir ce que ça donnait, c'était plutôt un désastre quoi. Mais voilà, c'est que mon avis personnel. Peut-être que ça marche très bien chez d'autres. Mais bon voilà, faire une mesure en un point, d'un point de vue technique, c'est pas comme ça qu'on fait. Après, il y a des limitations qui sont à prendre en compte. D'abord, le type de micro que vous utilisez. Ça, personne n'en parle. Aujourd'hui, on a d'un côté des outils qui sont extrêmement puissants, qui sont disponibles, des micros de mesure qui coûtent 100, 150 euros. On a des DSP qui coûtent pas beaucoup plus cher. Et par contre, il y a des questions fondamentales qui sont jamais abordées. C'est quoi le type de micro qu'on utilise? Est-ce que c'est un micro de champ libre? Est-ce que c'est un micro de pression? Est-ce que c'est un micro il y a near field, free field, pressure field microphone. C'est les trois types de micros qu'on utilise. On n'utilise pas de la même façon. Si vous voulez mesurer votre haut-parleur de grave et que vous mettez le micro à 1 cm de la membrane, parce que c'est un micro qui est fait pour mesurer des pressions, très bien. Mais si vous faites ça avec un micro de champ libre, vous risquez de l'endommager parce qu'il n'est pas fait pour recevoir une pression acoustique aussi grande. Ensuite, ce micro, est-ce qu'il est calibré? Pour quelle zone de fréquence il est proposé? Le fabricant, il va donner une plage, mais c'est quoi les tolérances? Nous, on a testé 8 ou 10 micros ici qui valent à peu près 100, 150 euros en les empruntant à des amis, etc. Et au-dessus de 8000 Hz, entre 8000 et 20 000 Hz, ils tiennent dans à peu près 5 dB. C'est quand même beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Donc, moi, ma conclusion, c'est qu'on peut pas dire grand-chose au-dessus de 8 kHz avec ces micros-là. On a comparé ça avec deux de nos micros qui sont des micros de mesure qui valent entre 4 et 6 000 euros pièce, qu'on fait réétalonner tous les 2 ans, etc., etc., qui sont contrôlés jusqu'à 40 000 Hz. Et ces deux micros-là, il y a 0,2 dB d'écart jusqu'à peu près 30 000 Hz entre les deux. Donc on voit que c'est pas la même chose. Faire de la métrologie acoustique, c'est devenu possible pour tout le monde, mais il faut garder quand même en tête que c'est des outils de mesure qui restent limités, quoi. C'est pas des vrais outils de mesure. Et limite, faudrait plutôt se contenter à faire des corrections dans le grave plutôt que dans les hautes fréquences. Absolument, oui. Absolument, oui. Il faut aussi se demander si sa chaîne de mesure, elle est rebouclée. Qu'est-ce qu'on mesure? Si je branche mon logiciel à l'entrée de mon ampli et que je mets mon micro de l'autre côté de l'ordinateur, et ben alors dans ma chaîne de mesure, j'ai et l'enceinte, et la pièce, et l'ampli, et le préampli si j'en ai un, et le DAC, et que sais-je. Donc on mesure tout, et à la fin on va appliquer une correction juste pour un composant, alors qu'en fait on a lu le défaut de tout le monde. Voilà, il faut avoir aussi ça en tête. L'autre limitation, elle est sur le DSP en lui-même, parce qu'un DSP c'est un outil qui est extraordinaire. Je vais pas dire le contraire aujourd'hui. Par contre, si on fait une correction où on ajoute par exemple 6 dB dans le grave à une fréquence, ben, ça veut dire qu'on va remonter le niveau de bruit du DSP d'autant. Maintenant, si j'ai un pic sur ma réponse et que je veux gommer ce pic, alors je vais appliquer de la compression dynamique parce que mon DSP va fonctionner sur une échelle dynamique qui est plus petite. Ensuite, un DSP, ça se travaille sur des moyennes. Et un signal musical, c'est un signal qui est aléatoire. Donc on fait la moyenne de fréquences instantanées successives. Donc forcément, on va dégrader le signal qui est passé. Nous, on a fait un test très simple avec un DSP ADAU 1701 de chez Analog Device. On en a mis, je sais plus, c'est 10 ou 12 en série. Et on a fait exactement le même traitement en miroir, c'est-à-dire un pic, puis le même mais en creux, puis le pic, puis en creux. Et on regarde à la sortie des 10 ou 12 DSP ce qu'on a. On est censé avoir la même chose qu'à l'entrée puisque chaque DSP annule le précédent. Mais en fait, c'est pas ça. La réponse qu'on a à la fin de ça, c'est une réponse en fréquence qui a plein de petites vagues autour du traitement. Donc, c'est pas si neutre que ça. La dernière chose sur les DSP, la dernière limite, c'est leur délai de traitement. Je prends un exemple très concret. Je sors de mon ampli stéréo, je vais alimenter ma paire d'enceintes.
Et en parallèle de ça, je prends les sorties pré-août et je vais dans mon caisson de basse. Mon caisson de basse, il a un DSP, c'est ça qui me permet de faire les réglages de courbes en basse fréquence. Un DSP, c'est un délai de traitement qui est pour les plus rapides 80 millisecondes et pour les plus longs, c'est 300 millisecondes. C'est pas négligeable du tout. Ça veut dire que le caisson de grave, à cause du traitement du DSP, va toujours réagir un temps, on dit par exemple 150 millisecondes, après l'enceinte. Donc on aura toujours un retard qui sera là. Donc voilà, ça c'est encore une limitation qu'il faut garder en tête quand on fait ces réglages-là. Le message que je veux passer, c'est que c'est pas magique. Le conseil que je pourrais donner pour rester simple, c'est régler le niveau global de votre caisson pour qu'il soit aligné sur vos enceintes, mais limiter les réglages du type gommer un pic ou un creux. C'est sûr que si vous avez un énorme pic là où vous êtes assis dans votre pièce et que vous entendez que ça, oui, vous pouvez un petit peu le gommer. Mais par exemple, si vous avez un creux, je dis n'importe quoi, à 40 Hz, de 6 dB et que sur le DSP vous appliquez un pic de 6 dB à cet endroit-là, c'est rarement une bonne idée parce que ailleurs dans la pièce, eh ben, vous aurez vraiment 6 dB de plus, vous aurez vraiment un pic qui va être créé parce que là vous écoutez, vous avez un creux, mais ailleurs dans la pièce vous avez peut-être une bosse. Et si ça correspond, par malchance, qui arrive souvent quand même, à la fréquence de résonance de votre salle, alors vous allez avoir un son à 40 Hz qui va traîner et qui va masquer tout le reste du grave. Vous allez avoir un grave qui va se résumer juste à ce pic que vous venez de créer, qui va manquer de nuances, manquer de beaucoup de choses. Et puis aussi, en faisant ce pic-là, vous allez demander à votre haut-parleur de plus se déplacer. Donc, il va avoir plus de distorsion. Cette distorsion va créer un masque sur le bas médium, etc., etc. Donc, les réglages DSP, pour moi, c'est avec parcimonie. C'est bien d'avoir quelques réglages à la marge, d'avoir cette possibilité-là, mais il ne faut pas en abuser, quoi. Et gardez toujours votre oreille comme juge de paix à la fin. La dernière question, elle est toute simple. Quel est ton plus beau souvenir en hi-fi? Ouais, ça c'est une question qui est piège pour moi parce que forcément je vais citer des clients, je vais pas en citer d'autres, il va y avoir des déçus. Donc bon, je vais répondre. Mais d'abord, tous les systèmes qu'on fait me plaisent beaucoup et voilà, faut que tout le monde le sache. C'est important. Oui, oui. Non, je me rappelle en particulier, je peux pas en citer qu'un, je vais en citer trois. Le premier, c'est dans un salon, c'était à Munich. Il y a quelques années, il y a un système de la marque Gobel qui valait un peu plus de 200 000 euros le système d'enceinte. C'était époque, alors je sais pas comment ça se prononce, Aeon, c'est A-E-O-N, la référence de l'enceinte. C'était le plus grand modèle de cette gamme-là. Et j'ai trouvé vraiment cette écoute qui était hors du commun. Je suis rarement resté aussi longtemps dans une salle d'écoute, dans un salon, parce que il n'y avait pas grand-chose à reprocher à ce système-là. Et je trouve que c'était vraiment un très très beau système. Après, bon alors là c'était très cher, un système un peu plus abordable, plutôt autour de 60 000 euros la paire d'enceintes. C'était dans un déplacement pro chez Harman où j'ai eu la chance d'écouter dans leur auditorium les JBL K9900, je crois la référence. C'est un 38 cm avec deux chambres de compression et l'écoute était vraiment pleine de dynamique. Il y avait, enfin, c'était très très beau. Il n'y avait pas d'agressivité. Il y avait, c'était bien. Ça manquait peut-être un tout petit peu d'extrême grave à mon sens, mais sinon l'essentiel était là. Vraiment, c'était très très belle écoute. Et la dernière, elle est plus récente. Là aussi, c'est un des clients qui a fait évoluer un de ses produits avec un de nos haut-parleurs. On lui fait une version spécifique de notre WOM 180. La société, c'est Klinger Favre. Ils ont une enceinte, c'est la Studio 17. Et le dernier prototype que j'ai écouté avec ce haut-parleur-là, il m'a vraiment marqué. Parce que là, on est sur des enceintes qui coûtent, je connais pas bien les prix, mais ça doit être entre peut-être 14 000 ou 15 000 euros la paire. Donc ça reste accessible dans le monde du high-end, encore une fois. On peut se faire un système pour à peu près 30 000 euros en prenant l'électronique de la marque. Et on a un système qui est absolument magnifique. L'enceinte, elle reste de taille domestique. Vraiment, c'est un produit qui m'a touché parce que il y a vraiment tout ce qu'il faut pour moi. Il y a suffisamment de graves, il y a de la dynamique, l'enceinte est assez neutre. C'est une marque qui est un petit peu atypique, où les fabricants passent énormément de temps à écouter ces produits. Je crois que de tous nos clients, c'est celui qui passe le plus de temps à écouter ces produits, à les comparer avec les instruments en vrai, à revenir, à peaufiner ci, à peaufiner ça, à y passer des décennies, à y passer sa vie au final. Et au final, voilà, cette enceinte, je trouvais vraiment qu'elle était vraiment très 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 bien
Voilà, ça, elle m'est restée dans l'oreille. C'est un excellent produit. Ceux qui connaissent pas, je leur conseille vraiment d'aller jeter un œil. Ouais. On mettra des images de ces enceintes et des références que tu nous as citées. Clément, merci beaucoup. Cette vidéo touche à sa fin. Je me permets, pour ceux qui nous regardent, de mentionner ta chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube pour Cartesian, où tu vas un peu plus dans la partie technique. On Oui, mettra le lien dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. merci à vous. Et puis on te souhaite bonne continuation. Nous, on va te renvoyer les enceintes qui sont derrière, du coup. Le test sortira, comme on l'a dit en début de vidéo, dimanche. C'était un plaisir de faire cet échange. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt, Clément. À bientôt.